Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Monde Solidaire. Collection Monde Solidaire. Consacrée au milieu associatif, la collection Monde Solidaire a pour ambition de mettre en lumière les nombreuses initiatives de personnes engagées dans un projet solidaire ou alternatif, local ou international. Du compte-rendu de mission à l'étude sociologique, il s'agit de mieux faire connaître les projets en cours et d'en saisir les dynamiques. Remerciements. Remerciements. Merci à tous les bénévoles d'associations qui ont pris du temps pour évoquer avec sincérité et passion leurs activités. Habitués à la discrétion, ils ont pourtant su dire le vécu de cet engagement mais aussi la conscience de ses limites. Ce texte est aussi le leur. Il témoigne de leur volonté d'agir pour un monde plus solidaire, des avancées et des difficultés et inévitablement de nombreux questionnements. Introduction. Genèse d'une enquête. Fin 2011, lors de la visite en France de la directrice malgache d'un centre d'accueil d'enfants, une recherche sur Internet, notamment à partir du site du Joe, pour inviter à un débat, me fait découvrir qu'il existe en Loire-Atlantique sans doute plus de 50 associations en lien avec Madagascar. Régulièrement, nous voyons sur des marchés des associations locales de solidarité internationale avec de nombreux pays. Cette découverte surprend quand elle est rapprochée de deux lectures récentes. Une phrase de Bernard Kouchner. Il est fini le temps du bricolage humanitaire, de la main à la main, d'homme à homme. Les organisations de charité qui demeurent en vie sont gérées comme des entreprises. Il y avait aussi le souvenir de cet ouvrage, publié en 2002, sous la direction de Annie Kolovald, L'humanitaire ou le management de dévouement, qui étudie ce qui est qualifié de militantisme expert, notamment celui de salariés de EDF, dans le cadre des CODEV, et qui présente, dès la première page de l'introduction, ce type d'association comme le gros de la troupe des OSI. On sait que les principaux médias ne parlent que des grosses ONG, de préférence soutenues par les people, Adriana Carambeu ou Angelina Jolie ou mieux, l'ex-compagne d'un président au moment de la séparation, ONG qui souvent interviennent dans les situations d'urgence, Biafra, Darfour, tsunami, le tremblement de terre à Haïti. Les plus petites peuvent être évoquées si elles sont à l'origine de scandales, par exemple l'Arche de Zoé. Dans des réunions, souvent, les réflexions générales sur le monde associatif de la solidarité internationale semblent partir du constat qu'il n'existe que des ONG qui ont des volontaires expatriés. Qu'en disent les sociologues ou politistes ? Les études que j'ai pu trouver alors s'appuient essentiellement sur des enquêtes sur ces mêmes grosses organisations, CCFD ou Secours Populaire, notamment les urgencières, MSF, MDM, ACF, ou sur l'analyse de formes spécifiques de pratiques, fundraising, militantisme expert. Toutes choses qui ont évidemment leur intérêt, mais qui ne recouvrent certainement pas toutes les formes d'engagement. Il en est résulté l'impression d'une absence de connaissances et d'études sur ces petites associations, qui pourtant sont bien présentes. Un essai d'extrapolation, Confère chapitre 14, donne un ordre de grandeur de 30 000 organisations de ce type en France. Il n'y a donc pas que les French Doctors, ces héros professionnalisés. Comment donner un peu de visibilité à ces acteurs du quotidien ? Quelle étude ? Par cette étude de terrain, j'ai voulu apporter une contribution à la reconnaissance d'une forme d'engagement, celle qui se concrétise dans les petites organisations. Une étude comparative systématique entre les différentes formes d'organisation semblait difficile, et sans doute illusoire. Un débroussaillage de ces questions s'imposait. Il était cependant dans les objectifs de rechercher, si possible, des diversités et similitudes dans les modes de fonctionnement et d'engagement. La recherche a été centrée sur les pratiques. La question des éventuelles spécificités des caractéristiques sociales des acteurs n'a pas été approfondie. De nombreuses questions peuvent être posées sur l'origine et le fonctionnement de ces petites structures, sur les déterminants de l'engagement des participants, les ressources en jeu, argent, temps, idées, compétences, sur l'évolution historique des pratiques et relations, sur ce que cela produit en termes de liens entre les communautés de ces deux pays. Qu'est-ce qui se joue dans notre société ? Dans les rapports entre des sociétés de pays différents ? Ce qui circule et se construit,
du lien, de la confiance, des affects, du capital social ou symbolique, etc. Mais pourquoi les associations installées ne suffisent-elles pas? Ne semble-t-elle pas à certains la solution adaptée? Elles ont pourtant une logistique, un savoir-faire, une efficacité souvent. Le court passage de comparaison chapitre 15 a seulement un but d'illustration, d'explicitation. Il ne s'agit pas de comparer pour démontrer une supériorité d'une forme d'engagement sur une autre, mais de donner de la visibilité à une forme particulière, a priori, peu étudiée. Ce texte est donc un essai de compréhension d'une forme spécifique d'engagement, de ses conditions d'existence et la description de ses activités. Ce n'est pas une évaluation de la pertinence ou de l'efficacité de ce type d'action, ce qui nécessiterait la définition précise de critères de jugement. Ces petites associations ne constituent évidemment pas un ensemble homogène. Le choix a été de montrer la diversité en allant voir de plus près certains acteurs collectifs, sans pouvoir approfondir toutes les questions posées par cette forme d'engagement, et de présenter une sorte d'état des lieux pour engager, si possible, le débat. L'enquête n'est pas faite sur un échantillon représentatif. C'est plutôt un travail exploratoire qui permet de poser des questions. Il y a aussi besoin de revenir sur le sens des mots utilisés. Il est parfois difficile de se comprendre. Plus on creuse, plus on avance, plus on perçoit la difficulté de la communication si on ne se limite pas au superficiel. Dans beaucoup d'écrits, il est question d'humanitaire, une grande catégorie. De quoi parle-t-on? Il existe des études, rapports faites pour les spécialistes, par exemple celle sur les collectifs et plateformes. Elle est intéressante mais incompréhensible pour beaucoup de bénévoles de ces associations. Problème du langage et des codes. Ce texte pose des questions de nature différente, du domaine de la sociologie des organisations, nombre, description, morphologie, fonctionnement, évolution, origine, structuration de l'action, mais aussi de l'ordre de la sociologie de l'engagement et éventuellement de l'anthropologie, dont réseau, lien, ressort et logique de l'engagement émotionnel, affectif. Pour tout ceci, confiance a été faite aux acteurs pour dire le sens qu'ils y donnaient. Enfin, une précaution préalable. Cet écrit risque peut-être de décevoir les militants engagés qui attendent une réflexion sur ce qui est bien, le plus utile, le plus pertinent, donc un jugement de valeur de l'action. Il existe ailleurs des écrits normatifs, sur ce que devrait être l'aide au développement, sur les bonnes pratiques. Ce n'était pas le but ici. Le terrain, le cadre, la méthode. Donner de la visibilité à ceux qui n'ont pas accès à l'espace médiatique, c'est d'abord donner la parole à ces acteurs. Ce n'est pas toujours simple. Et ils ne font pas partie de l'aristocratie du risque, selon l'expression de B. Kouchner. Leur ambition est plus modeste. Délimiter l'espace à étudier était évidemment la première tâche. Comment tracer les frontières de cet ensemble que l'on va appeler dans un premier temps les petites associations? Évidemment, il n'y a pas un clivage net avec d'un côté les petites et de l'autre côté les grosses, mais toute une gradation. Le choix a été fait de se centrer sur des associations qui fonctionnent uniquement sur du bénévolat, ou exceptionnellement avec un salarié qui est le plus souvent sous statut QI ou VSI. Donc pas de salarié en France, mais il peut y avoir contribution au salaire du partenaire, malgache dans le cadre de cette enquête. On verra que même en restreignant le panel, nous sommes dans un ensemble très divers. Je suis cependant partie de l'intuition, croyance, que cette catégorie pouvait décrire une réalité. Il faut sans doute accepter que des catégories puissent être poreuses, des typologies contestables et se garder de la tentation de vouloir homogénéiser à tout prix, et bien sûr prendre le risque de pouvoir être contesté. Parce qu'il fallait bien se limiter et pour des raisons de facilité de contact, le terrain choisi a été constitué des associations de solidarité avec Madagascar, présentes en Loire-Atlantique. Le choix de Madagascar était uniquement dû au fait que j'avais au départ un certain nombre de contacts pour ce pays. D'autres pays auraient pu être support de cette étude. L'enquête a démarré, fin 2014, par des entretiens avec une quinzaine d'associations pour ouvrir des questionnements, faire un premier débroussaillage. Elles sont présentées plus longuement dans la première partie. Le choix de la présentation d'un nombre relativement important d'associations a été fait, vu la diversité des pratiques qui étaient connues.
Une monographie ou la présentation de 3 ou 4 aurait été certainement plus simple, plus facile à lire, mais aurait produit autre chose. Un regret, il n'est pas fait d'études là-bas à Madagascar. Tous les acteurs rencontrés ont une connaissance ponctuelle des réalités malgaches et ont analysé leurs pratiques, leurs échanges. Mais un travail d'enquête sociologique à Madagascar serait très difficile et nécessiterait un temps de présence long et des méthodes différentes de celles utilisées en France, compte tenu de la réserve bien connue des Malgaches quand ils se trouvent face à un Vazaha. J'ai utilisé l'expression « association en lien avec Madagascar » dans une étude sur un type d'association de solidarité internationale. Est-ce qu'assimiler lien et solidarité n'est pas abusif ? J'essaierai d'y répondre notamment dans le chapitre 16. Il faut cependant préciser que dès le départ, j'ai exclu du terrain d'enquête les associations déclarées sur le site du JO qui présentaient un objectif uniquement commercial ainsi que les églises malgaches en France. Un cadre départemental ? Les informations recueillies montrent que le cadre géographique de l'organisation ici est fluctuant. Des associations ont un cadre de recrutement local, une commune et ses alentours. Beaucoup sont éclatés géographiquement car bâtis sur le réseau relationnel des initiateurs et ou responsables successifs, donc impactés par le développement de la mobilité géographique des individus. On trouve des associations avec la très grande majorité des adhérents sur 2 communes, d'autres de bassins un peu plus larges, par exemple le pays de Ré. Certaines sont sur 2 départements limitrophes, Loire-Atlantique et Vendée ou Loire-Atlantique et Ille-et-Vilaine ou Loire-Atlantique et Morbihan, ou encore 3 zones avec dans chacune des parents ayant adopté dans le même centre à Madagascar, Loire-Atlantique, l'Eau, Paris. Des associations ont des ramifications internationales, par exemple liées à un parcours professionnel. Bien sûr, toute généralisation est dangereuse. Un coin de l'ouest de la France, avec sa tradition catholique, est une région particulière. Madagascar est un pays avec lequel il existe peut-être, sans doute, un lien privilégié. Encore une fois, il s'agit d'une contribution. Ce texte est, si possible, une étape. Il y a eu d'abord des entretiens, puis un questionnaire adressé à tout un fichier, puis d'autres entretiens et des échanges avec notamment les militants des associations du collectif Madagascar 44, mais pas seulement. Je suis conscient des limites de l'échantillon enquêté, donc attention aux généralisations. J'espère que ce texte permettra d'autres discussions, d'autres débats. Posture. Se lancer dans un travail de recherche suppose que l'on a, pour l'objet étudié, de l'intérêt, quelques connaissances et souvent une certaine forme d'empathie. Ce qui suit est marqué par le refus de 2 postures. Refus de porter un jugement de valeur sur les actions des uns ou des autres. Ces pratiques d'évaluation et donc de jugement peuvent se comprendre pour des collectivités territoriales à qui on demande de financer, ou pour des citoyens qui réagissent face à des scandales, Arche de Zoé, ou pour des militants qui veulent promouvoir ce qui leur semble les bonnes pratiques. Ce n'est pas l'objet de cette enquête. Refus de la position de surplomb du chercheur plus lucide que les acteurs supposés naïfs, auxquels il révèle les ressorts de leur action. Les explications données par les acteurs ne sont pas fausses ou malhonnêtes ou naïves. Elles peuvent être partielles, elles s'inscrivent dans un cadre de pensée. La catégorisation du savant, sociologue ou autre, est seulement un autre point de vue mais pas nécessairement la clé de compréhension des ressorts cachés. Il n'y a pas une description-explication vraie, pertinente, et une autre qui est illusion. Il y a des points de vue différents. Celui du savant n'est pas nécessairement supérieur à celui de l'acteur. Ce travail a été fait avec du déclaratif. Sans être dupe du fait qu'un entretien est la reconstruction d'une histoire, d'un parcours, il est possible de prendre au sérieux ce qui est dit. Faire des rapprochements, des confrontations peut donner une vision de la réalité. Organisation du texte. Ce qui suit est organisé en 2 grandes parties. La première est la description détaillée d'une 12aine d'associations et succincte d'une 20aine, actives en Loire-Atlantique. La diversité d'ancienneté et d'explications d'origine, ainsi que de modalités d'action a été recherchée. Cette partie raconte des histoires de relations, d'action collective. Dans la deuxième partie est présenté tout d'abord un cadrage général. Rappel historique, interrogation sur les mots,
essai de description d'un espace de la solidarité internationale, estimation du nombre et des moyens de ces organisations. Puis, j'ai essayé de caractériser ces organisations en pointant des différences avec celles qui sont plus connues. Je n'évacue pas les problèmes que peut poser cette étude, la spécificité de Madagascar par exemple. Elle n'est pas une fin, elle participe à une interrogation qui ne s'achèvera évidemment pas sur les concepts en jeu, par exemple celui de solidarité. Un type d'écrit et après ? Ce texte a été rédigé avec le souci d'en faire non un ouvrage savant mais quelque chose qui puisse être lu, et donc discuté par les acteurs concernés. Un écrit qui, comme les autres, ne décrit qu'une parcelle de la réalité, un écrit qui s'inscrit dans une temporalité. L'intérêt est qu'il puisse être discuté, ce qui implique un souci de lisibilité, même sur des questions un peu théoriques. Vu l'état de la recherche, proche de zéro semble-t-il, il ne pouvait être qu'un travail exploratoire de ces questions. Il n'apporte donc pas de réponse définitive, dont il faudrait d'ailleurs se méfier. Une première version a été diffusée auprès des associations enquêtées et de chercheurs, en mai 2017. Des éléments en ont été présentés au Festival des Solidarités à Nantes, et lors d'un colloque à l'Université de Bordeaux à l'automne 2017. C'est donc une contribution à une réflexion collective de tous ceux qui seraient intéressés pour croiser leur regard sur ces questions, qu'ils soient acteurs, bénévoles ou salariés, des associations ou des institutions publiques, chercheurs, politiques, etc. Sur la méconnaissance ou le manque de considération des petites ASI en France. Qui exprime cette méconnaissance ? De quoi est-ce le signe ? Cette lacune peut aussi être un sujet de réflexion. Rappelons la phrase de Bernard Kouchner citée en introduction. Il est fini le temps du bricolage humanitaire, de la main à la main, d'homme à homme. Les organisations de charité qui demeurent en vie sont gérées comme des entreprises. B. Kouchner est un acteur engagé, pas un sociologue ou un politiste. Mais dans n'importe quelle bibliographie sur ces questions de l'humanitaire ou de la solidarité internationale, figure comme référence l'ouvrage publié en 2002 sous la direction de Annie Koloval de l'Humanitaire ou le management des dévouements qui étudie ce qui est qualifié de militantisme expert, et qui, dès l'introduction, présente ce type d'association comme le gros de la troupe des OSI. Cet ouvrage, qui présente des éléments d'analyse tout à fait pertinents, est aussi sans doute, à visée polémique, et son terrain d'enquête n'est certainement pas choisi au hasard, mais de là à le présenter comme le cas général. Philippe Riffman pointe bien le problème. Les micro- ou mini-structures, assimilables aux initiatives populaires de solidarité internationale, IPSI existant en Belgique ou aux Pays-Bas, le sont à peine, visibles. Pourtant elles s'avèrent nombreuses et particulièrement actives. Mais ensuite, sur les 40 000 associations que Viviane Chernonog recense dans la catégorie humanitaire, développement, plaidoyer, il en retient 400 réellement actives, et il modère même ce chiffre. Et encore avec beaucoup de réserves quant à celles disposant d'un niveau minimal de moyens. Il en conclut que 99% de petites ou micro-ONG établies dans les diverses régions françaises échappent au dénombrement et le champ exact de leur activité est mal connu. P. Riffman reconnaît le problème mais emploie cependant une expression qui interroge. Les ONG internationales, celles que l'on peut qualifier de significatives en taille, ressources financières et humaines. Et les autres, un monde anecdotique ? Il donne un élément d'explicitation, à propos des agents de l'Agence française de développement. La culture, à la fois bancaire et développementaliste, des agents ne leur facilite guère en outre l'appréhension de petites structures dont l'existence et leur fonctionnement leur demeurent largement étrangers. Les actions des IPSI paraissent à ces personnels plutôt exotiques, et le volet IPSI constitue une sorte de continent aveugle. J'ai donc essayé de contribuer modestement au souhait qu'il exprime en conclusion, et où il invite des chercheurs à scruter de beaucoup plus près ce monde méconnu afin de mieux faire apparaître ses axes principaux et sa sociologie. Une des explications du peu d'études sur ces associations est peut-être aussi dans le fait qu'elles écrivent peu sur elles-mêmes, qu'il n'y a pas une pensée de leur action traduite dans des textes à la différence des plus grosses qui ont de copieux rapports d'activité et d'orientation, donc des écrits disponibles. Il n'y a pas de réflexion sur l'identité, pas la même réflexivité. B. Kouchner parle de son monde.
Akolovald utilise un terrain d'enquête bien spécifique qui permet de justifier des positions dans les querelles d'écoles sociologiques. Les politiques souhaitent avoir un nombre d'interlocuteurs limité et une visibilité de leur action. L'expression de Ritimo, collectif d'associations qui, dans son guide des acteurs de la solidarité internationale, consultable maintenant en ligne, indique 58 associations en lien avec Madagascar pour la France entière, est significative d'un manque, même s'il est précisé en introduction que ce répertoire ne prétend pas à l'exhaustivité. On peut peut-être aussi supposer que cette ignorance des petites associations, ou le peu d'intérêt qui leur est porté vient d'une sorte de suspicion a priori de bricolage sympathique inspiré de charité bien-pensante. Mais il n'y a pas que le bricolage et l'activité des multinationales. Il existe aussi un artisanat. Première partie. Un panorama des associations. Nous avons pu constater que plus de 100 associations de solidarité en lien avec Madagascar avaient été créées depuis une trentaine d'années en Loire-Atlantique. D'après les informations recueillies, entre 55 et 60 sont en activité. Nous avons des informations précises sur une trentaine. Pour les présenter, nous avons essayé de les regrouper, ce qui est une opération toujours un peu arbitraire. Nous avions au départ de cette enquête 2 hypothèses questionnement. Le rôle des structures religieuses, le lien avec des congrégations ou des missionnaires originaires de la région d'une part et les associations créées par des membres de la diaspora d'autre part. Pour vérifier ces hypothèses, il fallait donc délimiter ces 2 premiers groupes. Ensuite, il s'est avéré que des associations initialement repérées comme petites associations locales étaient insérées dans des réseaux dépassant largement ce cadre local. Il nous a semblé intéressant de les regrouper. Pour caractériser les autres associations, nous avons choisi le critère objet de l'association. D'autres auraient certainement pu être utilisés. Certaines associations se retrouvent évidemment dans 2 catégories. D'ailleurs, pour un certain nombre, leurs évolutions dans le temps font qu'elles se transforment en multi-objets. Dans le tableau ci-dessous, la deuxième colonne correspond aux associations présentées de façon un peu plus détaillée, la troisième aux associations présentées plus succinctement. La ville-siège est indiquée si elle est autre que Nantes. Présentée dans un autre chapitre. Quelles associations retenir ? Nous avons exclu du champ de l'enquête certaines associations qui apparaissent sur le site du JO avec le siège en Loire-Atlantique, quand on fait la requête à partir du mot Madagascar car il semble difficile de les considérer comme associations de solidarité internationale. C'est le cas des églises de Madagascar en France ou de structures qui apparaissent comme uniquement liées à une activité de loisir, par exemple Vamos Racing dont l'objet est faire la promotion des sports mécaniques à Madagascar, ou d'entreprises commerciales quand cette seule dimension apparaissait dans les phrases de présentation. Nous avons par contre retenu les associations entreprises du tourisme dit solidaire qui sont dans le cadre de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Elles ont un ou plusieurs salariés. Nous avons retenu des associations qui sont dans des réseaux nationaux, confère chapitre 9. On est à la marge du sujet de l'enquête, mais il n'existe pas de frontières indiscutables. Quelques remarques à propos de la répartition. Un certain nombre d'associations peuvent être qualifiées, au regard du critère objet, de structures hybrides. Les regroupements sont toujours un peu arbitraires car une association n'est pas en général définie par une seule caractéristique. Rouge Beauté par exemple, forme, donc est dans l'apport de compétences mais elle agit aussi dans le domaine de la production culturelle. Sur les relations entre ces associations. Nous évoquerons pour certaines associations leur lien avec les autres. Il ne s'agit pas nécessairement de quelque chose de formel. 2 associations sont connues de beaucoup et jouent un rôle pivot ou relationnel fort, Etsika et Solidev. Les disparitions. Il faut évidemment distinguer la fin d'un projet précis et l'arrêt ou la reconversion d'une association. Des associations nous ont été signalées dans les réponses aux questionnaires comme « en sommeil », parfois le sommeil semble profond. Nous considérons que ces associations n'existent plus. Il n'est pas obligatoire de déclarer en préfecture la dissolution d'une association. Nous avons eu connaissance
grâce au site du Joe ou par des informations qui nous étaient transmises, de 12 dissolutions. Mais nous n'avons aucune information sur 24 associations. Il est cependant possible que, parmi celles-ci, certaines aient une activité d'abord dirigée vers le groupe en France, de type amical, sans action publique à Madagascar et sans visibilité extérieure. Concernant les arrêts d'activité, on peut supposer parfois quelques problèmes ici, relationnels, divergences, ou dans la relation entre ici et là-bas ou l'épuisement des participants. Parmi les dissolutions, il faut signaler tout d'abord le cas de 4 associations créées à Lieu de Saint-Nazaire et qui n'ont existé qu'1 an. Il s'agissait d'un projet dans le cadre de la 2e année de technique de commercialisation. Il peut aussi y avoir une explication par des conditions objectives, par exemple Tsarabi, un groupe de jeunes qui se dispersent. Tsarabi était une association de jeunes dont les parents ou les professeurs étaient membres de l'association Madagascar Entraide, qui a son siège à Carquefou. AME faisait du parrainage d'enfants et une fois par an, organisait un voyage pour apporter du matériel scolaire, faire de la formation, monter des projets. En 2005, 8 jeunes filles de 18 ans et 4 adultes participent à ce voyage. Elles le renouvelleront en 2006 et 2007. Ces jeunes filles créent alors Tsarabi, association dont le bureau est exclusivement constitué de jeunes, bien que des moins jeunes puissent faire partie de l'association. Tsarabi poursuit 2 objectifs. Les relations interculturelles entre jeunes Français et jeunes Malgaches et l'aide à la poursuite d'études. Ils accompagnent ainsi un jeune en master de tourisme et financent un bateau pour un autre. Après 2007, les voyages se font sans la participation des plus anciens. Tsarabi s'émancipe de AME. 3 de ses membres les plus actifs font des études liées à la solidarité internationale. L'une fait une licence en ingénierie de projets solidaires. Elle passe 1 an en Palestine et prépare un doctorat de sociolinguistique. Une autre devient journaliste RFO à Haïti. La dispersion géographique rend impossible la poursuite de l'association qui sera dissoute en 2015. Par ailleurs, il est des projets qui dès l'origine peuvent être limités dans le temps et avoir atteint leur but comme ce fut le cas pour Eritoki. La fin du projet peut alors signifier la fin de l'association. Nous présentons dans les chapitres 7 et 8, 2 associations, Diego Développement 44 et A Better Life for Children. En 2017, la première a cessé son activité à Madagascar mais la poursuit dans d'autres pays. La seconde avait décidé de l'arrêter dans ce pays, mais est revenue en 2018 sur cette décision. Il ne s'agit pas de disparition, mais d'évolution. Les contextes sont différents. Dans le premier cas, la structure de microcrédit malgache prend son autonomie après un soutien d'une 15aine d'années, ce qui est une réussite. Dans le second cas, il s'agit de la prise en compte de nombreuses difficultés avec les partenaires et surtout l'administration malgache et d'une lassitude conduisant à privilégier un autre pays où les relations sont plus faciles. Une similitude cependant, ces 2 associations peuvent être considérées comme expertes, et reposant sur le très fort investissement personnel d'un retraité recyclant des compétences et relations professionnelles. Les déplacements des autres membres de l'association étaient très rares, d'où l'absence de relations fortes de groupe à groupe. L'usage d'un ensemble plus ou moins étendu de dimensions de professionnalisation est vraisemblablement un facteur de différenciation de la relation construite et de sa continuité. Sur la présentation des associations dans les chapitres suivants. Dans cette première partie, une 12aine d'associations sont présentées assez longuement et une 20aine plus succinctement. Une description très détaillée de toutes aurait rendu la lecture fastidieuse. Dans chaque chapitre, l'ordre de présentation correspond en général à l'ancienneté. 2. Pour l'éducation, en soutien à des structures religieuses. Les plus anciennes associations créées le sont en lien avec les congrégations religieuses. Celles-ci ont joué et jouent toujours un rôle très important à Madagascar. Elles assurent toujours, en grande partie, ce que nous désignons ici sous le terme de mission de service public. Il faut aussi lier cet élément au fait qu'en France et notamment dans l'Ouest, les structures religieuses ont contribué à l'éducation et à la socialisation de beaucoup de militants d'associations, de syndicats ou de partis. Et ceci n'est pas contradictoire avec le fait que nous vivions dans un pays où la laïcité est considérée comme une valeur fondamentale de notre vivre ensemble.
Les Amis de Madagascar, Prinquio, ADM, la plus ancienne association connue dans le département. ADM existe officiellement depuis 1983, mais organise des actions depuis 1978. Au départ, il s'agissait de soutenir l'action d'un oncle missionnaire. Jean Jagu vit à Madagascar depuis plus de 50 ans. Il y est parti en 1964, à 28 ans. Jean a participé toute sa vie au développement du pays. Il a construit 2 séminaires et grâce aux sponsors et à l'association Les Amis de Madagascar, il a créé des sanitaires dans un collège, a fait reconstruire l'école primaire qui a été détruite suite à un cyclone en 2009, a fait bâtir un puits. À l'origine, une équipe est partie à Madagascar, et depuis nous avons fait plus de 40 containers de toutes choses. L'association a une forte dimension familiale. Le président et le chirurgien dentiste qui est à l'origine des missions sont des cousins du missionnaire. Le soutien est dans 2 domaines, la scolarisation des enfants et la santé. Ils assurent le salaire des enseignants et ont participé à la construction d'écoles. Des personnels de santé vont 1 fois par an pour une quinzaine de jours dans des dispensaires. Ils y travaillent en collaboration avec leurs amis médecins, dentistes, infirmiers, instituteurs malgaches en relation avec les chefs de village. La mission 2015 était composée de 3 infirmières, un dentiste, un médecin généraliste, un pédiatre en retraite et un étudiant. Ils ont pu consulter plusieurs centaines de malades, apporter un début d'hygiène publique par l'apport de toilettes sèches et contribuer à l'éducation à l'hygiène. L'association a contribué à réhabiliter un dispensaire de brousse situé entre Vatumandry et Tamatave, le long du canal de Pangalan. L'association est de taille modeste avec une vingtaine de membres mais ses activités ici sont très diverses, de l'organisation de bals de mariage au ramassage de châtaignes, 280 kg en 2014, en passant par des conférences avec le Rotary de Chartres, région du dentiste, et le loto à Prinquio, chaque dernier samedi de novembre depuis 1978. Une évolution intéressante. À l'origine, le soutien à un parent missionnaire dans le domaine de l'éducation puis le soutien à un village et ensuite, de par le métier d'un membre de la famille en France, une forte implication dans le domaine de la santé avec des missions annuelles. Rouen Amitié Madagascar, RAM, http://pageperso-orange.fr/Rouen-amici-mada. Le voyage d'un neveu, un démarrage dans une grosse association en 1983, puis la prise d'autonomie. Un voyage qui déclenche. En 1982, le neveu de Manu gagne un concours dont le prix est un voyage à Madagascar. Il y va avec ses parents qui, en revenant, racontent la misère de ce pays. En France, ce sont les fêtes de fin d'année, on dépense sans compter. Télescopage de la réalité d'ici et de celle racontée, de là-bas. Il faut faire quelque chose pour ces gens. Manu en parle à une amie qui est à LACIM, les Amis d'un coin de l'Inde et du monde, une association internationale. On y entre pour se mettre le pied à l'étrier. LACIM propose des parrainages de villages et on leur attribue celui d'Ambato Mandjaka. Donc, en 1983, au départ, ils envoient de l'argent tous les mois pour une léproserie puis, devant le pourcentage d'enfants non scolarisés, font le choix de se centrer sur l'aide à la scolarisation. Le groupe LACIM Rouen a son propre CA. Après le premier voyage en 1998 de 4 personnes du groupe de Rouen, donc 15 ans après le démarrage du soutien, il est décidé de devenir autonome. L'argent que nous devons verser à la direction de LACIM pour le fonctionnement serait mieux à Madagascar. L'association RAM est officiellement créée en 1999. À Madagascar, 4 sites. Ambato Mandjaka. RAM soutient donc depuis 1983 une école, tenue par les sœurs de Jeanne Delanoux, par un parrainage collectif, prise en charge des frais d'écolage et du repas de midi pour une 60aine d'enfants. L'association apporte aussi une aide financière pour la construction du collège en 1999, celle de la cantine en 2015, les réparations des dégâts à plusieurs reprises sur les bâtiments scolaires suite au passage des cyclones. Des travaux de peinture sont réalisés ensemble par des membres de RAM et des Malgaches, etc. Elle participe au réapprovisionnement du dispensaire en médicaments chaque mois. Environ 500 patients viennent à pied, souvent de très loin en consultation.
Nani Sana. Ce village, au nord de Tana, a été visité par Manu lors de son premier voyage, et l'association RAM, depuis 1998, soutient cette école créée par deux ex-religieux qui ont quitté l'habit et se sont mariés. Au départ, RAM achetait de l'artisanat malgache qu'elle essayait de revendre en France, ce qui s'est avéré difficile. Ils ont fait le choix de passer aux parrainages individuels, 16 € par mois, parrainages qui sont gérés par l'association ABP, Association Bénie du Peuple, assimilable à une association de parents d'élèves. RAM a d'abord construit un kiosque qui a servi d'école mais s'est vite avéré trop petit, du fait de la progression du nombre de parrainages, d'où la construction de 3 autres écoles financées à 80% par RAM. Certains membres ont aussi participé aux travaux. Actuellement, il y a 445 enfants en primaire et collège dont 156 sont pris en charge par des parrainages individuels. Après les dernières inondations en 2014, les élèves arrivaient à l'école le ventre vide et tombaient en crise d'hypoglycémie. Avec le concours de l'association Appel Détresse, RAM offre un petit déjeuner à tous les élèves. Amboianaka, Tanteli. En 2009, à l'occasion d'un voyage, Manu va voir une petite fille parrainée par quelqu'un de sa famille. Elle rencontre une professeure en retraite qui vient de monter une école avec bien des difficultés financières. Elle sympathise. On a laissé quelques dons sans qu'elle ne demande jamais rien. Finalement, 2 ans après, nous avons aidé à construire l'agrandissement de l'école, puis construit les classes de seconde et de première, et cette année nous avons réalisé un barrage hydraulique pour éviter l'inondation des classes à la saison des pluies. Seranantsara. 3 heures de pirogue à moteur sont nécessaires pour rejoindre ce village vers Brickaville. Un ami de Loire-Atlantique marié à une femme malgache souhaite que son village soit aidé suite au passage d'un cyclone qui vient de tout détruire. Il ne reste que l'église, construite en dur pendant la colonisation. RAM veut bien contribuer à la reconstruction, mais exige la création d'une association partenaire. Le but n'est pas seulement d'avoir une relation avec des individus, et il souhaite avoir la certitude de la pérennité de l'école. Au bout de 2 ans, ils recevront les statuts en malgache. Retour à l'expéditeur et de nouveau, l'attente. Après un certain temps, RAM a donc financé en grande partie les travaux de l'école, en dur pour assurer la solidité. L'inauguration a été faite en octobre 2016 en présence de 5 membres de RAM. Les actions en France. Les adhérents sont en grande majorité dans un rayon de 15-20 km autour de Rouens, mais il y a aussi des adhérents amis dans d'autres régions de France. Les parrainages apportent une recette importante à l'association qui est reversée aussitôt et intégralement à l'association ADP à Nani Sana pour les filleuls. Pour le financement des constructions, RAM organise des rencontres chorales, des soirées gospel, des spectacles culturels, des ventes d'art malgache et un week-end tous les ans le dernier de novembre avec expo-vente et dîner exotique animé. Les voyages comme moyen de sensibilisation. Des membres de RAM font le déplacement tous les 2 ans, afin de vérifier le fonctionnement des écoles. Le séjour est divisé en 3 temps. La rencontre avec les filleuls et les responsables des structures partenaires. La participation aux travaux. Une partie tourisme. Pour le plaisir et parce qu'on ne peut pas côtoyer la misère pendant 6 semaines sans séquelles, ce qui permet aussi de connaître ce beau pays et de vivre avec les différentes ethnies toutes plus accueillantes les unes que les autres. Pour les parties liées à la vie de l'association, il peut y avoir des difficultés quand le groupe est trop nombreux. On ne peut pas aller à 10 dans ces villages en pleine brousse où l'hébergement pose un problème. Nous insistons pour payer notre pension, mais l'espace manque le plus souvent. Ces séjours, parfois difficiles, sont cependant toujours très positifs. Manu note le changement d'attitude, après un voyage, de certains membres de l'association qui passent de la réserve ou de réticence à soutenir des actions à leur acceptation. Chaque adhérent paie intégralement son voyage et son séjour, tous les frais d'hébergement et autres. Une donnée nous semble particulièrement significative dans cette association, la très forte dimension affective. Une phrase entendue, avec les responsables des 2 premiers sites, c'est fusionnel. Et une citation extraite d'un texte écrit pour les 25 ans de l'association. Depuis 83, mon cœur bat pour Madagascar et depuis 98 il réside là-bas presque 24 heures sur 24.
Association Solidarité Espoir Madagascar, ASEM, http://www.lagrigonnet.fr/amici-solidarite-espoir-avec. Soutenir le Père Malo. Une association en milieu rural. Origine. Dans les années 80, le Père Samuel Malo, originaire de la Grigonnet, est missionnaire à Madagascar dans la région de Tamatave. Quand il revenait en vacances dans la région, il faisait le tour des villages et présentait ce qu'il faisait. Il avait là-bas une exploitation agricole et faisait de la formation de moniteurs, mais il avait aussi un dispensaire à Antsira-Mandrosso avec les Sœurs de la Sagesse. Ce dispensaire, situé à plus de 40 km de Tamatave, en pleine brousse, permettait de recevoir ou de se déplacer auprès des personnes dans les villages les plus éloignés. Des voisins de la Grigonnet et Puceul se proposent de l'aider. On le connaît bien, les gens le soutenaient, c'était pour le Père Malo. En 1986, le cyclone Honorine ravage la région. À sa demande, ses amis envoient par bateau de la poudre de lait et du tulle pour des moustiquaires. C'est alors que le groupe se constitue en association le 25 janvier 1986, car c'était la condition pour bénéficier d'une réduction dans un commerce de Nantes pour l'achat du tulle. Plusieurs envois ont été faits par la suite avec l'association Les Amis de Madagascar de Prinquio. 4 membres de l'ASEM sont allés sur place en 1992, selon le souhait du Père Malo afin de mieux appréhender l'environnement et le travail effectué. À Madagascar. L'assassinat du Père Malo en 1994. Un soir, le Père Malo est sollicité par un groupe de Malgaches pour transporter en ambulance un blessé. Il hésite pour intervenir, il faisait nuit. Il se décide cependant à faire le déplacement, en ayant au préalable dit à son adjoint au centre : « S'il y a quelque chose, je te ferai signe avec ma lampe. » À 150 mètres de la maison, il s'aperçoit que la demande d'assistance n'est pas claire, une discussion s'engage et un individu lui plante un coup de couteau dans le dos. Le Père Samuel Malo décède sur place. Le mobile de l'acte, une tentative de diversion pour cambrioler la maison. Aussitôt, à la Grigonnet, le groupe se réunit et décide à l'unanimité de continuer le soutien malgré les difficultés. Le centre agricole, créé en 1963, qui avait été repris par des Malgaches, n'existe plus. Le dispensaire est devenu clinique de brousse. ASEM soutient maintenant une école-collège de 700 à 800 élèves, créée par un ancien fonctionnaire malgache et tenue par des frères de Saint-Gabriel, à Antsobolo près de Tana. Dans cette école à Madagascar, sous la responsabilité de religieux, seulement les 2/3 des élèves sont catholiques. ASEM a fait quelques envois de denrées et de matériel, mais maintenant l'association se limite à des envois de fonds sur des projets choisis par les acteurs présents à Madagascar. Aménagement de locaux pour l'école et le dispensaire, partie du salaire des enseignants, repas des élèves. On leur fait entièrement confiance, on n'a jamais refusé. En France. L'association compte sur une vingtaine de membres actifs qui constituent le CA. Ils sont de la Grigonnet et Puceul, surtout du milieu agricole. Beaucoup ont autour de 70 ans, ceux qui ont connu le Père Malo. Il y a bien quelques nouveaux dont une nouvelle présidente, mais la question de la pérennité de l'association est posée. Les actions ici. Une grosse action a été organisée il y a une vingtaine d'années, la fête de la basse-cour avec 4 autres associations de la Grigonnet et Puceul, dont le foot, la paroisse. La préparation a nécessité 2 années. Groupama et Terrena, assurances et grosses coopératives agricoles, l'ont sponsorisé. Un succès, 15 000 personnes étaient présentes. Le bénéfice de 150 000 francs, entièrement pour ASEM, a permis la construction d'un village. Les actions sont plus modestes maintenant. Tous les ans, au mois d'octobre, ils organisent un repas solidaire. Ces actions se font très souvent avec d'autres acteurs du tissu associatif local. Animation avec des chorales, participation au Téléthon, exposition d'art africain avec les Montfortins de Pontchâteau. Tous les ans, une action est organisée avec le Collège Saint-Joseph de Nozay, 4 à 5 000 euros par an. Les responsables d'ASEM tiennent à préserver ce type d'association et de soutien. On sait que ce que l'on fait, ça arrive au bout. On a la certitude que ce que l'on fait, ça sert. Ils ont pour cela fait le choix d'un apport à des entités structurées,
associations, écoles, plutôt qu'à des individus. Il faut avoir des groupes référents. Ils insistent aussi sur l'intérêt des visites pour découvrir une autre culture. 30 ans. En 2016, ASEM a officiellement 30 ans d'existence, un peu plus de faits. Plus de 50 personnes étaient rassemblées dans une salle de la Grigonnet pour fêter l'événement en avril 2016. Ce fut l'occasion de se rappeler, avec des témoignages et des vidéos, le père Malo, personnage devenu mythique, sans doute une forte personnalité, charismatique, mais qui avait gardé son ancrage dans son village natal. Son assassinat a ajouté une autre dimension tragique à son œuvre. 22 ans après sa mort, son souvenir est toujours entretenu. Il continue à vivre pour ses amis. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.